bonsoir, bienvenue à Alternativa. Je vois de nouvelles têtes un peu ici. Pour ceux qui sont, je ne sais pas si vous êtes déjà venus à Alternativa. Donc ici vous êtes dans le bar associatif du collectif Alternativa in Vérone, qui notamment se bat pour la justice sociale et climatique. Donc c'est d'ailleurs sur ce volet social, c'est pour cela qu'on reçoit ce soir la CGT qui va donc venir nous expliquer un peu la réforme des retraites que le gouvernement prépare. Donc qu'est-ce que c'est, en quoi c'est pas super et pourquoi il faut se mobiliser le 5. Pour revenir rapidement sur Alternativa, notre credo c'est de promouvoir au plan local tout un tas d'actions et d'alternatives pour lutter contre le réchauffement climatique tout en gardant un équilibre social. Et on fait ça à travers des conférences, on donne la parole à des associations en organisant des actions, des plaidoyers, on est des marches au climat ou des gros villages alternatifs qui permettent de mettre en avant tout un tas d'alternatives justement qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc aussi on travaille donc, à la justice sociale et donc c'est pour ça qu'on reçoit la CGT ce soir. Voilà. Bonsoir. Donc moi je suis Frédéric, je travaille à la mairie de Vaux-en-Velin, je suis membre de la commission exécutive de l'union départementale CGT du Rhône. Et pour ma part je suis vraiment très très content de venir ici parce que j'habite à côté mais c'est la première fois que je viens ici. Et je suis un peu tout ce que peut faire Alternativa. Et je trouve que toutes les actions qui sont menées par Alternativa sont absolument salutaires. Et ça donne on va dire, de l'air frais dans la sphère militante. Et c'est bien que justement cette nouvelle sphère militante appelle entre guillemets la vieille sphère militante, et la vieille dame qui est la CGT. Pour parler justement des questions des retraites et puis la grève qui va commencer le 5 décembre prochain. François, je te laisse te présenter. Bonsoir, donc je m'appelle François. Je travaille en réalité à Pôle emploi. Je suis conseiller et je suis à la CGT et je suis content aussi d'être ici. Mais je suis content en réalité, j'ai participé à plusieurs manifs parce que je pense qu'il est évident que bien sûr on se bat pour changer le monde. Et pour changer le monde, il faut qu'il y a le problème de l'écologie, il y a le problème de la production, il y a le problème des retraites, il y a le problème du social. Et qu'à un moment donné, il faut qu'on travaille ensemble et on travaillera plus ensemble. Donc voilà, donc sur les retraites, on va essayer de discuter un peu des problèmes des retraites, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Est-ce qu'on explique un petit peu la réforme ? Qu'est-ce que les retraites actuelles ou est-ce qu'on est directement dans des questions ? On peut peut-être commencer par expliquer comment rapidement fonctionne le système de retraite actuel. D'accord. On peut présenter le projet. Le projet, de toute façon, si on a des questions... Donc n'hésitez pas d'intervenir, hein, on est d'accord. Alors quand on parle des retraites, en réalité, ce qu'il faut surtout bien prendre en compte, en réalité, quand on parle des retraites, on ne parle pas d'un problème technique, on ne parle pas d'un problème d'adéquation entre des retraités et soi-disant des rentrées d'argent. En réalité, on parle d'un projet de société. On parle vraiment d'un projet de société. Quand on parle des retraites, quand le gouvernement en parle, on a l'impression qu'on parle d'autre chose. Mais en réalité, on parle tout simplement des personnes qui vivent, à un moment donné, qui ont travaillé et qui meurent. Et c'est important que quand on parle des retraites, on parle de comment quelqu'un peut vivre jusqu'à sa mort. C'est pas... Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est pas un problème de calcul. Et en réalité, le problème qu'on a des retraites, quand on en discute, et pourquoi on se bat, c'est quelle société on veut. Quelle société on veut. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter, de ne plus être à l'emploi à un moment donné et de vivre correctement ? Est-ce qu'on a le droit ? Et ce qu'on voit avec le gouvernement, c'est que le débat, il l'amène en disant, voilà, quand il parle, les retraites, c'est un coût. C'est ça qu'il nous explique tout le temps. Les retraites, c'est un coût. Les retraites, c'est une catastrophe.
Donc quand le gouvernement il nous parle, les retraites, c'est une catastrophe de vivre plus longtemps. A priori, il n'y aurait pas de problème des retraites si on mourait plus tôt. Il n'y aurait pas de problème des retraites. Le problème des retraites, comme il nous le présente, c'est une adéquation entre des gens qui travaillent et des personnes âgées, mais pas âgées, non, des personnes qui ne travaillent plus. C'est une adéquation, merde, il y en a trop, il y a trop de vieux. Et bien le problème, il faut qu'on fasse des économies, donc il faut vivre moins longtemps. Et il est vraiment là le problème, c'est vraiment un problème de société. Ce qu'on va essayer de commencer sur comment fonctionne notre système de retraite. Parce que c'est vrai que si le projet de réforme de Macron il arrive à fonctionner, c'est parce qu'on a du mal à comprendre comment il fonctionne. Souvent on entend des jeunes qui disent « je n'arriverai jamais à la retraite ». Évidemment, tout le monde aura une retraite. Le problème, il n'est pas de savoir est-ce que j'aurai une retraite ou pas. Il est de savoir est-ce que si je suis à la retraite, est-ce que je peux en vivre ou pas. Est-ce qu'on veut une société où les personnes qui sont actives et les personnes retraitées, on vit dans le même monde et tout le monde peut vivre correctement. Et c'est un peu le régime, même s'il est amélioré, un peu le régime de retraite qu'on a. Je vais juste expliquer, si c'est bon, comment fonctionne le système de retraite. Donc le système de retraite, est-ce que vous savez ce qu'on a un système de retraite qu'on dit par répartition? Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que c'est nos cotisations qui payent nos retraites? C'est pas nos cotisations qui payent nos retraites, c'est le travail, la création de richesse, on appelle ça comme on veut, d'aujourd'hui qui permet à tout le monde de vivre. Donc on a un régime comment on dit répartition, on a un régime de retraite qui fait que tout le monde, dans nos sociétés, on peut tous vivre normalement, plus ou moins correctement, mais le but il est là. On a un régime de retraite qui fonctionne donc comme ça, donc on va définir un nombre d'années où on va travailler et on va définir combien tu vas toucher de pension. Donc on a un régime de retraite où, par exemple, dans notre système, on va définir actuellement, et nous, on pense qu'on peut arrêter beaucoup plus tôt de travailler. Actuellement, il faut travailler 42 ans et demi, d'accord, dans le privé, dans le public aussi, et on va calculer ta pension. Ta pension, ça va être sur tes 25 meilleures années. Et dans le public, sur les 6 derniers mois. Et dans le public, les 6 derniers mois. Alors, ça permet, à un moment donné, que tout le monde, tous les gens, à un moment donné, est-ce que ça va, si je ne suis pas clair, vous me dites. Ça permet ici que toutes les personnes qui ont travaillé puissent avoir à un moment donné une retraite. La retraite, c'est moi qui paye la retraite. Ça, c'est pas moi, non. C'est mon travail qui paye la retraite des personnes actuellement. Et je pense que ce que veut le gouvernement en réalité, c'est qu'il s'attaque à ça. Le gouvernement, lui, quand il présente la réforme des retraites, il dit ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. En réalité, ça, 42 ans et demi, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut travailler plus. Et deux, ça, les 25 meilleures années, c'est pas normal aussi, parce qu'il y a des années aussi où tu travailles moins, tu touches moins. Donc il faut aussi que ça soit pris en compte. Donc, nous, on a ce régime-là. Lui, le gouvernement, ce qu'il souhaite, c'est attaquer ce régime. C'est de faire qu'a priori, excusez-moi, je suis un peu perdu, c'est de faire qu'a priori, ce régime qui nous permet à tous de fonctionner, qui nous permet à nous de vivre tous ensemble, de l'individualiser. Ça veut dire qu'on est responsable de sa retraite au niveau de la personne. Voilà ce qu'il veut faire. Nous, on a un régime, si je reprends l'exemple de l'histoire de la retraite, on a un régime de retraite qui existe depuis très longtemps. Par exemple, les fonctionnaires, quand on parle des fonctionnaires qui ont un régime un peu particulier, il existe depuis 1850. Depuis 1850, dans la fonction publique, donc pour les fonctionnaires, la question a été posée de se dire, à un moment donné, les gens ils ont besoin d'arrêter de travailler, ils ont besoin d'une retraite. Nous, on va dire dans le privé, le grand système de retraite qui existe depuis longtemps, il date de 1945, qui s'appelle la sécurité sociale. Le problème de la sécurité sociale, c'est de se dire, voilà, à un moment donné, il faut que tout le monde puisse vivre. À un moment donné, on a bossé, on n'a pas de s'arrêter. Et cette sécurité sociale, elle est basée sur un système qui est excessivement important, qu'on appelle la cotisation sociale. La cotisation sociale, c'est de se dire que quand toi, tu travailles, tu as une partie de ton salaire qui t'est versée, et tu as une partie de ton salaire qui permet à la société,
qui permet aux gens qui ont travaillé de vivre. Et donc toute une partie du salaire, elle permet aux gens de toucher la retraite, qu'elle permet aux gens d'être malades et d'être payés, et qui permet aussi d'avoir une famille, et d'avoir une indemnité, d'avoir de l'argent, d'avoir une rémunération quand tu élèves tes enfants. Voilà. Et ça, c'est la sécurité sociale. Il faut bien comprendre que ça a été fait en 1945 et que c'est quelque chose qui est excessivement difficile de garder. Parce qu'en réalité, ça veut dire que quand toi tu travailles, on met, nous, en tant que salariés, en tant que travailleurs, une partie de notre argent, est-ce que je suis clair là, qui permet à tout le monde de vivre. C'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Nous, quand on parle de salaire, dans les syndicats, et en particulier à la CGT, quand on parle de salaire, on parle de ce que tu touches, mais tout ce salaire socialisé. Tout ce qui permet à nous de vivre. Et notre système de retraite, il est basé là-dessus. Ça veut dire que notre système de retraite, malgré ce que dit le gouvernement, en réalité, ce n'est pas dans le budget de l'État. Le système de retraite, il est financé par le budget de la sécurité sociale, normalement. C'est nos cotisations, c'est notre travail qui permet aux personnes de vivre. Est-ce que ça va là? Donc nous, on a ça. On a ça, on a ce système-là. Le gouvernement, actuellement, par le système de retraite, il se dit, on a un problème, c'est que, la seule chose qui l'intéresse actuellement, c'est de se dire, il faut qu'on baisse le coût, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il faut qu'on baisse le coût du travail. Pour baisser le coût du travail, il faut qu'il baisse cette sécurité sociale, il faut qu'il baisse notre salaire. Pour baisser notre salaire, il a besoin de baisser les cotisations sociales. Pour baisser les cotisations sociales, il a besoin de baisser nos retraites. Donc voilà un peu la logique. La logique actuellement de la système de retraite, c'est d'attaquer la sécurité sociale, c'est d'attaquer ce régime qui nous permet à nous de pouvoir arrêter de travailler à 60 ans et vivre correctement. Là, c'est plus à 60 ans. Mais oui, à 62 ans, ça 60 ans, c'est la revendication de la CGT. 37 ans et demi de cotisation avec un calcul sur les 10 meilleures années de la carrière et retraite à 60 ans. Ça, c'est la revendication de la CGT. Ça existait il n'y a pas longtemps, ça existait jusqu'à la fin des années 90. Ça a été instauré en 1982. Donc c'est tout à fait possible dans un pays qui est plus riche qu'à l'époque. Et quand on parlait de la sécurité sociale, elle a été créée dans un pays en ruine qui sortait de la Seconde Guerre mondiale. Donc dire qu'aujourd'hui, dans un pays en paix, on va dire largement plus en prospérité économique par rapport à la France de 1945, où dire que toutes les infrastructures de production, de transport, etc. étaient détruites, dire que c'est moins possible qu'à l'époque, ça c'est déjà de la fumisterie. Ensuite, sur le projet de réforme qui vient, donc, il a parlé effectivement d'individualisation, il faut voir qu'il y a toute une logique. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le gouvernement, depuis qu'il est arrivé donc en 2017, et avant lui d'autres gouvernements, mais en tout cas a beaucoup insisté sur le fait que les Français allaient voir leur salaire net augmenter, etc., parce qu'il y allait avoir des baisses de cotisations sociales, etc. Ça, c'est vraiment de l'arnaque, parce que la cotisation sociale, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est du salaire socialisé, mais c'est aussi du salaire durable. Dans le sens où ça permet d'alimenter la solidarité entre générations, entre catégories, etc. Ça permet de créer un espace de société qui échappe à la voracité de la sphère financière. Et ça, c'est ce que ne veulent plus Macron, etc., et consorts, et d'autres avant. Ils veulent ouvrir ce marché qui échappe pour l'instant à la sphère financière, ils veulent l'ouvrir aux banques, aux assurances, etc. C'est ça le principe. Et on sait très bien que là où la finance s'introduit, c'est toujours les mêmes qui sont gagnants et les mêmes qui sont perdants.
c'est-à-dire ceux qui sont déjà riches qui deviennent plus riches, et ceux qui ne sont pas riches, sans même parler d'être pauvres, qui s'appauvrissent. Ça, c'est le constat qu'on peut faire sur beaucoup de choses. Je te laisse reprendre. Donc voilà. Donc si on voit notre système de retraite, il faut bien prendre notre système de retraite, il est basé sur la cotisation, il est basé sur un salaire socialisé qui nous permet à nous de gérer normalement la retraite. Ça, c'est notre système. Notre système, il est construit depuis 1945. Jusqu'en 82, comme tu l'as dit, on a eu plutôt des avancées. En 1982, on avait, pour la retraite, en 1982, c'était quand même pas... C'est pas si vieux que ça, 1982. Je sais pas, c'est l'année où j'ai commencé à bosser, moi. Donc, en 1982, dans la retraite, pour tout le monde, c'était 37 ans et demi de cotisation. Ça veut dire qu'il fallait avoir travaillé 37 ans. C'est quand même pas rien non plus. Hein. Enfin, quand on dit ça, on a l'impression que c'est rien. C'est pas rien de travailler 37 ans et demi. Il fallait avoir 37 ans et demi. La retraite était à 60 ans. Ça veut dire qu'à partir de 60 ans, on pouvait s'arrêter. Et c'était calculé, comme on l'a vu, sur les 10 meilleures années. Ça veut dire que quand on dit calculer sur les 10 meilleures années, comment ça se passe? Ça veut dire on va prendre une... Ça, c'est pour le privé. Et pour le public, c'est les 6 derniers mois. On va prendre une carrière. Quelqu'un qui travaille. Quand on dit une carrière, quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille actuellement... Grosso modo, ça va être comme ça, il va faire des études, ou pas, il va avoir du mal à rentrer sur le marché du travail, il va rester au chômage. À un moment donné, il va travailler. Il va travailler avec un peu de chance, il travaille, il augmente. Avec un peu de chance. Il augmente et tout, paf, il est licencié. Oh, le chômage, c'est 57% de son salaire. Voilà. Quand tu retrouves du boulot, il est un peu plus bas. Avec un peu de chance, il a augmenté. Si tout se passe bien, il a augmenté. Là, sa boîte ferme. Ou à un moment donné, il a un problème. Donc, on va dire que dans le privé, on a une carrière qui est comme ça. On est d'accord? Quand on dit qu'on est calculé sur les meilleures années, ça veut dire que nous, pour calculer ta pension, donc ta pension, c'est combien tu vas toucher par mois, donc on va prendre ça. On va calculer les 25. Toutes les plus basses ne vont pas être prises en compte. Voilà notre système de retraite. Pour le système de retraite, on prend les 25 meilleures années de travail. Et il faut avoir travaillé un certain nombre d'années. Actuellement, c'est 3, c'est minimum 42 ans et demi. Pour des personnes qui n'ont pas de métier trop difficile. Après, il y a des métiers qui sont plus compliqués. Quand on parle des régimes spéciaux, il y a des métiers où les gens ils meurent plus tôt. C'est pas quelque chose de théorique. Hein. Moi, je prends souvent l'exemple des égoutiers de Paris, ils meurent tôt, comme les égoutiers de Paris. C'est quand même normal, ou même de Lyon d'ailleurs, c'est même normal qu'ils arrêtent plus tôt. Donc ça, c'est notre régime de retraite. Dans le public, on a une courbe qui est plutôt comme ça. On va dire qu'au départ, on commence un peu plus bas, mais on passe des concours, on travaille et on va arriver à un système un peu plus élevé. Et donc, on va prendre les 6 derniers mois pour le calcul de pension. Voilà le régime qu'on a. Ce qui nous permet, avec ce régime, d'avoir à peu près une pension correcte. Ça, c'est les 10 meilleures années. Non, c'est les 25 meilleures années actuellement. Ça, voilà. Et donc ça, c'était déjà une régression, parce que finalement, on prend plus d'années, on est donc passé de chances qu'elle soit plus basse. Donc nous, quand on dit, moi je prends l'exemple de 82, depuis 82, on a que des réformes qui nous ont baissé. 37 ans et demi, c'est 42 ans et demi. Et en 82, on n'était pas plus riche ou plus pauvre que maintenant. La retraite à 62 ans, et c'est ça. Donc on arrive à ça. Ça, c'est notre système de retraite, voilà comment il fonctionne. Le problème de Macron, le problème de la réforme, c'est qu'on a du mal à... Il y a peu de gens qui comprennent comment notre système fonctionne. Voilà comment il fonctionne, il faut avoir travaillé, tu cotises. Et à un moment donné, tu y arrives. Et nous, on est ce qu'on appelle, ça va te donner ta pension. Ta pension, c'est ce qu'on va appeler, ce que nous on appelle, dans le régime qu'on entend tout le temps, ce qu'on appelle, c'est ça qui va définir combien tu vas toucher jusqu'à ta mort. Parce que quand on parle des retraites, il ne faut jamais oublier. Hein. On parle de ça. Hein. Donc on va la calculer. Donc on a ça. Voilà comment fonctionne notre régime. Notre régime, depuis un bout de temps, il passe son temps à régresser. Ça veut dire jusqu'à maintenant, si je prends l'exemple de ça, ça veut dire que maintenant, depuis 82 jusqu'à maintenant, ils ont augmenté le temps de retraite. Ils ont augmenté le temps de cotisation. Si tu augmentes le temps de cotisation, tu es obligé de travailler plus longtemps. Ils ont augmenté l'âge de la retraite. Ça veut dire que l'âge de la retraite, c'est 62 ans, ce qui veut dire que même si tu as travaillé tout le temps, tu dois prendre ta retraite à 62 ans.
Et ils ont changé les 10 meilleures années, et on voit bien que quand tu vois ce dessin, même si je ne suis pas très bon en dessin, tu vois très bien que les 10 meilleures années, c'est pas pareil que les 25 meilleures années. Je ne sais pas vous, j'imagine que quand tu vas voir, quand tu bosses, il y a des moments donnés, tu es mieux payé que d'autres. Surtout, plus tu es précaire, plus tu te retrouves dans cette situation-là. Donc ta retraite, elle va être de plus en... Déjà là, elle baisse. Et pourtant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce qu'on n'est pas un pays plus pauvre. Pourquoi, à un moment donné, on nous explique que la faute qu'il faut baisser les retraites, c'est parce qu'il y a trop de personnes âgées ou parce qu'il y a trop de retraités. On est dans un pays qui est de plus en plus riche. Donc en réalité, le problème des retraites, quand on explique que le problème des retraites, ce n'est pas un problème de ça, c'est bien un problème de où c'est qu'on met la richesse. Pour prendre un exemple tout bête, en 1980, puisqu'on va prendre 92, c'est une date comme ça, quand tu travaillais dans une boîte, tu donnais, quand tu touchais 100 €, tu donnais 4 € à l'actionnaire. Maintenant, tu donnes 35. Est-ce que vous voyez un peu quand je dis ça, comment ça se passe? Ça veut dire que dans une entreprise, maintenant, tu donnes les actionnaires, c'est-à-dire les gens qui donnent de l'argent, ils touchent 20 fois plus. Est-ce qu'on est payé 20 fois plus? Est-ce que... Donc en réalité, il n'y a pas moins d'argent. Il y a juste une manière de la répartir différente. Est-ce que c'est clair, là, ce que je vous explique? Vas-y. Explique, parce qu'à un moment donné, vas-y, je préfère, vas-y. Non, c'est pas pour expliquer, c'est la retraite, du coup, elle est à taux fixe dès qu'on passe à la retraite jusqu'à notre mort, c'est ça? Non, elle n'est pas à taux fixe. Tu as une pension, ça veut dire que actuellement, on va calculer tes meilleurs, on parle bien pour quelqu'un qui a travaillé tout le temps, chose qui est de plus en plus rare. On va calculer combien tu as travaillé, et ça va te donner une pension, un calcul de pension. Grosso modo, dans le privé, la sécurité sociale va donner 50%, enfin la CARSAT va 50%, et on a une caisse complémentaire, je ne sais pas, vous êtes tous du privé ou du public là? Donc on a tous une caisse complémentaire, ça s'appelle la JCARCO, qui grosso modo va être entre 20 et 25%. La JCARCO, c'est public. Non, c'est pas prix public. Notre retraite dans le privé, elle est fabriquée de deux manières. Une manière qui est la sécurité sociale. Et quand il y a eu la création de la sécurité sociale, un des problèmes qu'il y a eu, c'est que la création de la sécurité sociale on n'avait pas des pensions énormes. Donc à un moment donné, il y a eu des caisses de retraite complémentaires qui sont obligatoires. Qui fait que grosso modo, tu vas toucher ta retraite, je ne sais pas si pas encore. Et quand vous allez calculer, vous allez avoir deux ou trois ou quatre, mais vous allez avoir deux parties. Une partie qui est versée par la sécurité sociale, par la CARSAT, qui est à peu près égale à 50% de ce régime-là, et la complémentaire, c'est ce qu'on appelle la GCARCO, qui va souvent arriver à 25%. Donc a priori, tu vas arriver, ta pension, tu vas calculer à peu près 75% de ça. D'accord? Dans le public, on va prendre tes 6 derniers mois, et on va dire, voilà, ta pension, on va la calculer par rapport aux 6 derniers mois. Est-ce que c'est clair? Ouais. Du coup, moi, ma question, c'était sur la pension. On rentre en retraite à 65 ans, on va toucher 1000 euros. Non, pas à 65 ans, nous, à 60 ans. Minimum, si tu n'as pas un travail... 10 ans après, 20 ans après, on est sur la même pension. Non, ta pension, elle évolue. Heureusement. Puisqu'on est sur un système de répartition, c'est le travail d'aujourd'hui qui permet à tout le monde de vivre. Voilà. Okay. Donc, ta pension, normalement, ce que depuis un bout de temps on arrête, ta pension, il n'y a pas de raison, parce que tu es à la retraite, que tu ne puisses plus vivre. Il n'y a pas de raison. Donc, à un moment donné, ta pension, elle va être réévaluée, et nous, ce qu'on veut, ce qu'on demande, c'est qu'elle soit évaluée par rapport à ce qu'on appelle le salaire moyen, que tu aies la même... le même avantage si la société est plus riche, que toi aussi tu participes à la... tu vis mieux. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait... Mais ta base de pension, elle devient pas entre là. Et du coup, la CSG dans tout ça? Alors la CSG, c'est un impôt. Bon. Alors, pour revenir, sur le finance... Merde, je suis dans le sens.
Le financement de la retraite, elle est comme ça. Allez, vous avez... On va parler de la valeur. Le financement de la retraite, elle est liée à ta cotisation, à ton travail en réalité. Quand une entreprise, quand une entreprise crée de la richesse, qu'est-ce qu'elle en fait? Alors quand on dit créer de la richesse, ça veut dire qu'une entreprise, on est dans ce système-là. Pour créer quelque chose, elle a besoin de matières premières, d'accord? Elle a besoin de locaux, elle a besoin d'énergie, elle a besoin de machines. Tout ça, elle l'achète. On enlève tout ça. D'accord? On enlève tout ça et elle va vendre son produit. On va prendre pour faire des vélos, elle a besoin d'acheter du fer, j'imagine, des machines, elle a besoin d'énergie, elle a besoin de transporter la machine, tout ça, on l'enlève. Et elle fait ce qu'on va appeler, il va rester de l'argent. Qu'est-ce qu'elle en fait de cet argent? Non, parce que l'investissement, et ça c'est important, l'investissement il n'est pas là. L'investissement c'est l'achat des machines en réalité. Hein? L'investissement c'est l'achat des machines. Si tu investis, il n'y a plus de machines. Si tu n'investis pas, il n'y a pas de machine. Donc l'investissement, ça passe. Donc qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle fait la première chose? Elle paye des salaires. On est d'accord? Quand elle paye des salaires, nous, notre salaire, comme je l'ai dit, il y a une cotisation. Donc notre salaire, tu as le net. Et tu as ce qu'on appelle la cotisation sociale, le salaire socialisé. Que je mets comme ça, qui est un peu particulier, ça paye quoi? Non. Ça paye la Sécu. Et la Sécu, c'est quoi? La santé. Le chômage, c'est un peu dit qu'on va mettre le chômage. Qu'est-ce que ça paye d'autre? La retraite. Les arrêts maladie, on va le mettre dans la santé. C'est ça, la santé. Donc ça paye tout ce qu'on appelle, nous, la sécurité sociale. Et ça paye aussi la famille, une partie. Ça, c'est ton salaire. Y compris les cotisations soi-disant patronales. Non, justement. Ce qu'eux, ils appellent de charge, mais nous, on appelle ça notre salaire. Y compris les cotisations patronales. Parce qu'il n'y a pas pour nous, enfin, quand on parle de ça, il n'y a pas de cotisation patronale ou tout, c'est ton salaire. D'accord? Après, il y a une négociation, est-ce que ça t'est enlevé de ton salaire ou c'est patronal, mais c'est ça. Ça veut dire, je ne sais pas si vous avez déjà fait des devis, des études de prix, quand un employeur, il calcule un prix de la main-d'œuvre, il prend tout. Hein. Lui, il a compris. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Donne de l'argent aux actionnaires. Ouais. Ah ouais? Ça, c'est plus loin. Il donne de l'argent aux actionnaires. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Un truc qu'il n'aime pas non plus. En redonner un peu encore aux salariés. Eh ben voilà. Non, ça c'est les salariés. Il n'aime pas, c'est les impôts. On est d'accord? Une entreprise doit donner des impôts. Actionnaire, impôts, ben, grosso modo, c'est les trois trucs. Il y a autre chose qu'une entreprise est obligée de faire normalement pour qu'elle continue à exister. Elle est obligée de faire des recherches et développement. Elle est obligée normalement parce qu'une entreprise qui ne réfléchirait pas à la recherche et développement, elle ne peut plus exister. Par exemple, si je prends l'exemple des voitures, à un moment donné, il en faudra moins. Un peu d'accord? Il ne faudra plus qu'elles fonctionnent différemment. Et donc, pour qu'elles fonctionnent différemment, il faut peut-être réfléchir à comment on va circuler demain. C'est pas de l'investissement? Non, c'est pas de l'investissement, ça. L'investissement, c'est avant. L'investissement, c'est je crée des machines pour faire des voitures, enfin, je sais pas, c'est bien, très bien, mais pour faire autre chose. La recherche et développement, c'est je me projette dans l'avenir et qu'est-ce que j'ai besoin de faire demain. L'investissement, c'est souvent compté comme de l'amortissement. Voilà, c'est ça, l'investissement. Du coup, tu ne payes pas de taxes. Puis après, c'est un peu en lien avec les impôts, parce qu'il y a les crédits impôts recherche au final. Ah bah, non, ça c'est autre chose, ça c'est une manière de passer de ça à là à là. Enfin, c'est la frontière, quoi, c'est tout. Et l'autre chose, bon, ça on va le faire aussi qui rentre, c'est souvent ce qu'on appelle sur les banques. Les banques, c'est les intérêts des banques. Mais que les intérêts. Hein. Que les intérêts. Donc,
Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Quand on parle du PIB, je pense que vous avez entendu parler sur les retraites, il ne faut pas que ça dépasse 14% du PIB. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Est-ce que c'est clair là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça ne bouge pas. Enfin, à un moment donné, on est d'accord pour ne pas dire que ça ne peut pas augmenter indéfiniment. À un moment donné, on ne va pas continuer à créer... voilà. Donc on a ça. Quand je vous ai dit tout à l'heure, enfin quand j'ai dit, les actionnaires depuis les années 80, ça, ils en veulent 10 fois plus. Ça veut dire que quand ils mettent un actionnaire, il va mettre de l'argent. Alors ça peut peut-être paraître bizarre sur les retraites, mais c'est le fond du problème des retraites. Quand il met 100, il veut 120. Et ben, puisqu'il a eu 120, le lendemain il veut 130. Ce qui est logique. Par contre, François, tu avais une question sur la CSG. Hein. Oui, mais j'en viens à la CSG. Non, mais donc l'actionnaire, lui, ce qu'il n'aime pas, il faut augmenter ça. Si tu veux augmenter ça, qu'est-ce que tu fais? Il faut enlever la partie salariale, c'est la seule qui est compressible. Qu'est-ce que tu dois baisser? Hein? Ah non, il faut en faire. Justement, ce que tu disais, tu te l'as fait payer par l'État. Oui, mais l'État, il n'aime pas avoir moins d'argent, donc il ne faut pas compresser les impôts. Qu'est-ce qui se passe? Tu baisses les salaires. Actuellement, le gouvernement, ce qu'il fait souvent, parce qu'on entend souvent, il baisse les salaires, il le baisse, les salaires d'embauche sont plus bas, il n'y a plus d'augmentation, mais qu'est-ce qu'il fait? Il supprime ça. Il supprime la cotisation sociale. Je ne sais pas si vous avez vu, vous n'avez plus de cotisation chômage, par exemple. Ce qui fait qu'on verra peut-être après sur la réforme. Il supprime ça, il baisse ça. Donc s'il baisse ça, il baisse le financement des retraites. Pour donner là, il est obligé de baisser les financements des retraites. La CSG, c'est un impôt. La CSG, c'est sur le revenu. La différence, c'est que ça, c'est sur la cotisation et sur le salaire. La CSG, elle est sur tous les revenus. Donc là, il baisse les retraites. Qu'est-ce qui se passe quand on baisse les retraites? La cotisation, les retraites baissent. Si toi, tu as les moyens, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une assurance vie, par exemple. Autre chose. C'est plus des mutuelles, tu as une complémentaire. D'accord? Ça, c'est où? Ça revient ici. Parce que, je ne sais pas, vous avez une mutuelle, vous? C'est qui? Avec la boîte. Avec Ouais. la boîte. Moi, c'est Malakoff, Méléric. C'est sûr que Malakoff, Méléric, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça. Donc là, on baisse les cotisations de retraite. Si on baisse les cotisations de retraite, de fait, il y aura moins d'argent. Qu'est-ce qui se passe quand on baisse l'impôt? La CSG, c'est là. La CSG, c'est de dire, on enlève une partie des cotisations, on va le mettre à l'impôt. Qu'est-ce qui se passe quand tu baisses les impôts? Bah, tu peux moins faire de choses dans l'État. Donc les impôts, on va dire, c'est tout ce qui est service public. L'école. Les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est sur les deux. Les hôpitaux, il y a beaucoup. Les hôpitaux, c'est beaucoup la sécurité sociale qui les finance. Mais au moins, les gens vivent moins longtemps, c'est bien. Par exemple. Donc tu baisses les impôts. Je prends un exemple tout bête. Quand on explique ça, les impôts, c'est l'éducation nationale. Quand tu ouvres les écoles à 3 ans, je ne sais pas si vous avez vu, dans la nouvelle réforme, à partir de 3 ans, tous les enfants doivent être scolarisés. Si tu l'ouvres et qu'en même temps, il n'y a pas de création de postes, il n'y a pas de création d'école, il y a plus de monde. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu vas dans le privé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé? Tu baisses les cotisations, tu baisses les impôts. Privé. Ça se dégrade. Donc tu donnes de l'argent au privé, ce qui s'est passé dans le Rhône avec Mediap. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé à Villeurbanne, la grosse boîte Mediapol. Tu passes dans le privé. Dans le privé, ça revient là. Si j'explique ça, c'est bien pour comprendre que le fonctionnement de la retraite, si tu baisses la CSG, nous on pense que c'est plutôt la Sécu. Mais si tu baisses ça et ça, à un moment donné, tu ne peux plus financer les retraites.
Et le problème des retraites, il est que là en réalité. Il est, est-ce que je donne de l'argent, parce qu'il y en a, hein, là, là, là. Je vais ajouter juste sur je peux te couper. Tu as fait un truc, si tu es riche, tu vas dans le privé. Si tu es pauvre, tu vas dans la dette. Bah, Et si donc, tu es la pauvre, dette, tu t'embettes, et du coup, c'est ça qui va retourner aux actionnaires aussi. bah, tu t'endettes. Ouais, si tu es pauvre, tu peux faire des crédits. C'est ça? Alors le crédit, je faisais juste quand on parle de ça, faisons attention, on ne s'attaque pas aux banques, nous. Enfin, je ne pense pas que c'est la banque le problème, c'est ça. C'est l'obligation que les actionnaires veulent être plus rapides. Donc nous, on est dans ce système-là, on a une somme d'argent, et pour les retraites, c'est ça, et où c'est qu'on le met? Et actuellement, enfin, c'est simple, le gouvernement est de partout. C'est un système libéral, il pense que c'est ça qui crée de la richesse, il ne pense pas que c'est ça. Donc il favorise, coûte que coûte, la redistribution des actionnaires. Et pour faire ça, il baisse ça. Est-ce que ça va là sur le truc? Est-ce que c'est clair aussi pour les retraites? Est-ce qu'on a bien compris que le problème, il est que si on baisse ça, les retraites, elles baissent. Si elles baissent, ça veut dire quand on baisse les retraites, ça veut dire qu'on baisse notre mode de fonctionnement de la société. Hein, c'est pas uniquement que les personnes à la retraite puissent avoir un revenu. Hein, c'est pas que ça, là, de baisser les retraites. C'est dire qu'on a une société où il est normal que dans une société à un moment donné, toutes les personnes puissent vivre correctement. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que la sécurité sociale, quand elle a été créée, ça n'a pas été juste les retraites ou juste la maladie ou juste autre chose. C'est pas pour rien que ça a été quelque chose qui a été pensé globalement. C'est-à-dire les retraites, l'assurance maladie, etc. Parce que, je vous donne un exemple. Donc, comme l'a expliqué François, aujourd'hui on travaille, on produit des richesses, et une part de ces richesses permet à payer les retraites des retraités actuels. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, si demain, voilà, on a une réforme des retraites qui appauvrit encore les retraités, etc. On sait qu'il y a la question de la dépendance des personnes âgées qui se pose, la question des maisons de retraite qui coûtent, surtout les maisons de retraite privées qui coûtent un fric monstre. Vous, aujourd'hui, personnes actives qui travaillent, etc., vous avez vos parents qui sont âgés, qui commencent à perdre la tête, qui ont des retraites très faibles et qui ne peuvent pas se payer la maison de retraite médicalisée dans laquelle, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas vous occuper d'eux parce que vous travaillez, et à un moment, il faut bien qu'ils soient dans un endroit où il va y avoir des infirmières, des aides-soignantes, etc., qui vont les prendre en charge. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez dans vos économies, vous ne pouvez pas prendre dans vos économies, vous vendez la maison que vous avez achetée grâce à votre travail, etc. Enfin bref, voilà, c'est ça aussi qui est en jeu. C'est-à-dire, c'est pas seulement la question de « Ah moi, j'aurai pas de retraite, etc. » Non, c'est vraiment la vie de tout le monde qui est en jeu. La baisse des pensions de retraite et l'assèchement du financement de la sécurité sociale et à la fin la mort de la sécurité sociale, ça veut dire tout ça. Ça veut dire que vous, moi, mon petit frère, mon oncle, on va travailler, juste travailler pour survivre. Juste travailler pour survivre. Ça veut dire que c'est la fin de la solidarité. Ça veut dire que à la fin, c'est plus une solidarité qui se décline sur le territoire national, au moins, et qu'on aimerait même plus largement que le territoire national, mais que cette solidarité, elle va se rétrécir sur la cellule familiale. Et on comprend bien que selon la richesse de la cellule familiale, c'est possible ou c'est pas possible. Donc la question, c'est comment vivre dignement à partir du moment où on assèche le financement de cette sécurité sociale. Donc là, on parle des retraites, mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est des choses qui sont imbriquées d'une certaine manière.
Parce que la question, elle n'est pas seulement... On nous parle, par exemple, de l'allongement de la durée de la vie. Mais la question, elle n'est pas seulement ça. C'est pas... Ok, on vit jusqu'à 85 ans, au lieu de vivre jusqu'à 79 ans, peut-être demain jusqu'à 95 ans, après jusqu'à 100 ans. Mais la question, elle est aussi de quelle durée de vie en bonne santé. Si je pars à la retraite à 70 ans, je meurs à 90 ans, alors qu'avant je partais à la retraite à 60 ans et que je mourrais à 75 ans, mais qu'à 70 ans, j'ai plus qu'un an à vivre normalement et après je deviens un légume. Excusez-moi, passez-moi l'expression. Enfin, voilà, quel intérêt. Je veux dire, la question, c'est aussi savoir, quand on part à la retraite, est-ce qu'on est encore en bonne santé pour en profiter? Et comme disait Ambroise Croizat, avant la retraite, c'était l'antichambre de la mort. Ambroise Croizat, c'est le ministre... c'est le ministre qui était militant responsable de la CGT qui a créé la sécurité sociale. Et donc l'enjeu aussi, c'est de savoir si cette période de retraite, c'est une période où on vit pleinement. On vit correctement. Comme beaucoup de retraités actuellement et puis dans les années passées. Et demain, est-ce que ça sera encore possible? Avec la réforme qui va arriver, ça ne sera pas possible. Et donc je pense qu'on perçoit... Donc voilà, c'est ce qu'il disait. Donc le problème, il est vraiment une répartie sur les retraites, c'est que ça. C'est de savoir où c'est qu'on met l'argent, la société, où c'est qu'on met l'argent. Et ça, c'est important de le faire parce qu'actuellement, on baisse beaucoup, on baisse les cotisations sociales. En réalité, quand le gouvernement nous dit qu'on a un régime déficitaire, c'est pas vrai. Les retraites sont ni déficitaires ni pas déficitaires. C'est juste de savoir comment on le finance. Quand tu enlèves ça, obligatoirement, tu le rends déficitaire. Et ce qui se passe avec toutes les soi-disant exonérations de cotisation, quand je parle des exonérations de cotisation, sur les retraites, par exemple, on a le CICE. Je ne sais pas si vous avez... Maintenant, il a été un peu supprimé, maintenant c'est une exonération de cotisation. Le CICE, c'est tout simplement de baisser ça. Tu baisses ton salaire, en réalité. Tu baisses ton salaire, tu baisses la retraite. Donc derrière, obligatoirement, les retraites sont en déficit. Donc ça, il faut bien voir que dans notre système de retraite, on n'est pas dans un problème où il y a trop de personnes à la retraite, il n'y a pas assez d'actifs qui peuvent financer, c'est pas ça, c'est juste de savoir comment je finance. Si moi je le baisse ça, je peux financer les retraites. Si on reprend un exemple où on dit qu'un actionnaire, et même si on peut les supprimer, mais même s'ils continuent à exister, et qu'on leur dit, à un moment donné, vous, au mieux de prendre 20%, qu'on favorise ça, on le met là, le système des retraites, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est bien souhaité. L'évasion fiscale. Comment? L'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est ça. L'évasion fiscale, en réalité, c'est que les entreprises, elles ne veulent pas payer d'impôts. Comme elles ne veulent pas payer d'impôts, tu baisses les impôts. Les impôts, tu baisses l'école, tu baisses ça, tu baisses aussi la CSG. Donc à un moment donné, ça permet l'évasion fiscale, ça fait tout simplement que tu donnes plus aux actionnaires, parce que si tu as une évasion fiscale, c'est pas pour, je sais pas moi, juste s'amuser à faire des comptes, c'est bien qu'à un moment donné, tu vas donner plus aux actionnaires. La recherche et développement, par exemple, on a assez peu parlé, il y en a de moins en moins. Ou alors tu fais des boîtes à part, où tu vas les financer. Ça permet aussi de... Donc voilà le système. Et ça, c'est important de se le dire que le problème des retraites n'est pas un problème qu'il n'y a pas assez d'actifs, trop de personnes âgées, c'est un problème de répartition de la richesse. C'est tout. Et à nous, qu'est-ce qu'on veut? Donc la réforme Macron, pour en venir, la réforme Macron, lui, mais vraiment, toute la réforme et toutes les réformes qu'il met, c'est pour donner aux actionnaires. Parce que lui, il croit, mais vraiment, en plus, je pense qu'il le croit, qu'il croit que c'est ça qui crée de la richesse. On voit que c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc la réforme de Macron, il nous présente tout le temps en disant il faut que ça soit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, la réforme de Macron, on sait qu'on va perdre de l'argent. On n'a pas besoin de comprendre l'histoire à point.
il le présente bien en disant que c'est une réforme pour faire des économies. Quand tu as quelqu'un qui te dit je fais quelque chose pour faire des économies, est-ce que tu penses que toi tu vas gagner plus? Puisque c'est sur ton dos. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas besoin de réfléchir, on fait une réforme pour faire des économies. Et lui, il explique tout le temps, je ne sais pas si vous avez entendu le discours. Le discours, c'est ce qu'on appelle la cotisation définie ou la prestation définie. Est-ce que vous l'avez entendu ça? C'est-à-dire que dans la réforme de Macron, lui, il explique que ce qui doit être le but de sa réforme, c'est ce qu'on appelle la cotisation définie. Si vous l'entendez, si on l'entend. Et cotisation définie, ça veut dire, il le transforme tout le temps, on ne sait pas pourquoi. Il ne faut pas que les coûts de la retraite dépassent les 14% du PIB. Vous avez entendu ça, j'imagine. C'est pas, pourquoi 14? Pourquoi pas 14,5? Pourquoi pas 15%? Pourquoi? Il a décidé 14. En même temps, il a dit qu'il fallait que ça baisse. Et il explique en même temps que sa réforme, donc cotisation définie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent en plus, on est d'accord? Et puis il explique aussi qu'il y aura plus de retraités. Donc il faut faire quelque chose. En réalité, le problème des retraites, c'est quoi? Là, tu as des entrées. L'entrée des retraites, c'est quoi? C'est les cotisations. Plus une partie de la CSG. Lui, il explique, dans sa réforme, et c'est vraiment ce qui est expliqué, indépendamment du point ou tout, il explique que c'est ça qu'il doit définir. Donc si ça ne bouge pas, et qu'il t'explique à côté que ici, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on va appeler, nous, la prestation, c'est grosso modo ta pension, enfin, comment tu vis. Donc là, ça ne bouge pas. Ici, il y a de plus en plus de personnes. On est d'accord? C'est ce qu'on entend. Donc ça veut dire que ça c'est quoi? C'est le nombre de retraités et puis ce que tu touches comme pension. Si ça ne peut que bouger, ça ne peut ni augmenter, mais même c'est bien que ça baisse. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le fond de la réforme. Tu baisses la prestation. Eh bien, tu baisses ça. Comment tu fais pour le baisser, ça? Je me suis perdu là. Ça veut dire que pour les retraites, il dit que c'est un régime qui doit être équilibré. En réalité, tu as des entrées et des sorties. Ouais. Hein, on va faire un truc tout con comme il gère. Hein. Les entrées, c'est les cotisations sociales et la CSG, grosso modo. C'est surtout les 90% de la CSG, c'est quand même la cotisation sociale. Quand tu dis ça, à un moment donné, on ne va pas le bouger. C'est ça la règle de sa réforme. On ne bouge pas ça. Même on doit le baisser. Pourquoi on doit le baisser? Excusez-moi. Pourquoi ils veulent baisser, tu veux dire? Non, mais pourquoi eux, comme quand je parle à leur place? Parce que pour le baisser, c'est pour donner plus ici. On est d'accord? Pour donner plus là, il faut qu'il y ait moins là. Pour donner plus aux actionnaires. Donc il faut... D'ailleurs, c'est un coût. Hein, d'ailleurs, je parle toujours de coût. Hein. Donc pour le baisser, tu rentres moins. Ici, il faut quand même que les gens y vivent, normalement. Si ça baisse, si ça c'est fixe, et même si ça baisse, qu'est-ce qui doit baisser? La répartition. Le nombre. Soit le nombre de retraités, soit la pension. Même les deux. Mais en réalité, c'est que c'est un truc tout con. Donc, la réforme de Macron, et comme elle est présentée, enfin la réforme qui a eu lieu dans tous les pays d'Europe, hein, elle est là. Elle est les coûts, le coût, parce qu'ils disent bien le coût des retraites est trop élevé. Comme le coût des retraites est trop élevé, bon, je vais baisser le coût des retraites, hein, je prends vraiment leur langage. Hein. Et donc, pour baisser le coût des retraites, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit tu meurs plus tôt, soit tu pars à la retraite plus tard. Ça, c'est pour le nombre. Ce qui tombe bien, c'est qu'en règle générale, quand on part à la retraite plus tard, on meurt plus tôt. Et ça, ça se discute pas, c'est un fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un allongement de l'espérance de vie en France, dans des pays comme la France.
c'est parce qu'à un certain moment, on a fait en sorte que les gens partent à la retraite plus tôt. Et c'est ce que disait François au début, c'est qu'on dirait aujourd'hui que c'est une mauvaise nouvelle, le fait qu'on vive plus longtemps, qu'à un certain moment on ait vécu plus longtemps en bonne santé, etc. Alors que non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Est-ce que ça va, là, est-ce que je suis clair? Et donc là, on va baisser les pensions. Donc là, le projet de réforme de Macron, et il le dit tout le temps, il le dit tout le temps, alors lui il le dit, on veut que ce soit, il dit tout le temps, on veut que ce soit une réforme à cotisation définie. À cotisation définie, ça veut dire qu'on ne touche pas les entrées. Donc tu ne dois toucher que les sorties, donc tu dois toucher que les pensions et le nombre de personnes. Ça, c'est écrit. C'est ça le but de la réforme. Et de toute façon, ce que François expliquait sur le calcul de la retraite, qui serait sur l'ensemble de la carrière et plus seulement sur les 25 meilleures années dans le privé, ça amène mécaniquement un abaissement du montant des pensions. Forcément. C'est parce qu'il n'y a personne qui a le même salaire du début à la fin. Ça n'existe pas. C'est ce que François expliquait. Et il y a autre chose. C'est que c'est pas seulement sur la question du calcul, mais le système du point. La retraite par point. Il y a quelqu'un qui en a très bien parlé pour dire tout le bien qu'il en pensait, mais il a été très honnête là-dessus, c'est François Fillon. François Fillon, à un moment, dans une conférence de presse, il a dit, je cite à peu de choses près, l'avantage du point, c'est qu'à un moment, on peut baisser la valeur du point. Donc ça veut dire quoi? C'est que ce qu'on disait tout à l'heure quand tu posais la question sur le fait que quand on part à la retraite, est-ce qu'on a la même pension? On t'a répondu non, on n'a pas la même pension toute la vie parce qu'elle est réévaluée par rapport à l'inflation, par rapport à la moyenne des salaires, etc. Mais jusqu'à maintenant, et jusqu'à Macron qui avait fait payer la CSG aux retraités, la retraite ne pouvait pas baisser. Une fois qu'on avait 1000 euros de retraite, on ne pouvait pas toucher 950 au lieu de 1000 euros, par exemple. Ce qui va se passer demain avec la retraite par points, c'est que ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que vous ayez une retraite à 1000 euros, peut-être 2 ans après, il y aura peut-être quand même des mécanismes de réévaluation, vous aurez 1020 euros, mais qu'à la 3e année, boum, problème économique, etc., 800 euros. Parce que le point va baisser. Parce qu'ils peuvent baisser la valeur du point. Et ça voilà, c'est François Fillon qui l'explique, que la valeur du point, on peut la baisser, on peut aussi l'augmenter, hein, si je veux dire, si ça va bien, etc., qu'on veut être élu, c'est aussi une potentialité. Mais on peut le baisser. Alors, juste histoire d'être clair, actuellement, je crois qu'il y a une partie de la Chicarco, il marche. Qui est à point, ouais. C'est pas la majorité de ta pension. Mais le point, juste sur le point, c'est une méthode de calcul. Donc on voit l'objectif. L'objectif, il est là. Ça pourrait être du point, ça pourrait être autre chose. C'est de faire des économies. Donc ça, c'est le point. Si on parle tout de suite du point, en réalité, nous, on a une retraite par annuité. Maintenant, on va avoir une retraite par point. Une retraite par point, c'est-à-dire que chaque fois que tu vas travailler, tu vas gagner un point. Ça veut dire qu'à la fin de ta carrière, toi, tu as fini, enfin, à la fin de ta carrière, quand tu vas arrêter de travailler, on dira que tu as 350 000 points. J'ai des chiffres au hasard, 250, mais tu as des points. Quand tu vois les points, tu ne sais pas combien tu vas avoir. D'accord? Quand on voit ce système-là, d'accord? Il ne faut jamais oublier ce système-là. Ce système-là fait que ta retraite, elle va dépendre de ça. C'est-à-dire que le but de la réforme Macron, c'est de ne pas dépenser. Donc, à un moment, c'est ça, enfin, il faut vraiment. Donc, le point est qu'un moyen qui te fait que dans la réforme que tu as écrite, le point peut être variable. Ça veut dire que. En fait, ça va s'ajuster. Ça va dépasser les 14%. Ou 13, ça va s'ajuster. Le point te permet de t'ajuster. D'accord? Donc, le point fait que ta retraite, s'il y a beaucoup de personnes à la retraite, ça veut dire dans le point, de toute façon c'est écrit dans la réforme,
on prend en compte l'espérance de vie. Donc plus tu as d'espérance de vie, puisque moins ta retraite, est-ce que c'est clair? Moins tu auras. Et juste, c'est quoi la relation entre le point et les 42,5 meilleures années du coup? Alors on va revoir. Non, mais Justement, c'est ça. Déjà, le point, il te permet, on verra après, il te permet ça. D'accord? Mais dans le calcul de la retraite, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais reprendre le graphique, puisque vous êtes tous dans le privé, on va dire. Déjà, on va dire, on a des carrières un peu comme ça, d'accord? Des fois, tu es au chômage, des fois, tu es bien payé, des fois, tu es moins payé. Enfin, tu vois, le point, il est sur toute ta carrière. D'accord? Toute ta carrière. Nous, on a vu que notre pension, elle est calculée sur les 25 meilleures années. On fait une moyenne. Hein. La moyenne de ça, ça veut dire que ta pension, elle va être calculée par ça. La moyenne de toute ta carrière, elle est là. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de calculer, quoi. Parce que tout bêtement, par exemple, quand il y a des périodes de chômage... Même indépendamment des périodes de chômage. Mais du coup, moi, la question, c'est juste, le point, il représente quoi? Le point, il représente une partie de ton salaire. D'accord, donc on va te dire ton salaire. Ton salaire. Disons la moitié, enfin la moyenne sur 42,5 années, ça va faire, je sais pas, 1200 euros. Voilà. Et du coup, ça te fait 120 points. Ben voilà. Est-ce que tu vois bien que ton calcul de référence, que ce soit du point ou pas, est-ce que tu vois que la différence là? Oui, c'est juste comment il fixe le. Donc après, ils vont fixer par rapport à ton salaire, tu vas avoir une cotisation, comme ça se passe, plutôt que d'avoir, comme on dit, les 25 meilleures années, tu vas avoir 92 points. Plus tu es payé, plus tu as des points. Moins tu es payé, moins tu as de points. Et tu vois bien que, de fait, ça passe. Alors pour la fonction publique, si on le fait comme ça, on calcule ton ici, tu vois bien que la moyenne de tes salaires, elle est plus basse. Donc tu vois bien que de toute façon, on va même enlever le point, d'accord? Rien que la manière de calculer ta base, tu vois bien qu'il y a une différence. Je sais pas, vous avez toujours les mêmes salaires, vous êtes toujours bien payé? Jamais de problème? Et puis les salaires ils baissent hein, quand tu retrouves du boulot. Donc voilà déjà la réforme telle qu'elle est voulue. J'enlève un peu le point. Quand ils te disent on va calculer sur la carrière complète, déjà tu vois bien que tu as obligatoirement ta pension. Tu vois bien que le truc qui baisse, indépendamment du point. Tu vois, il n'y a pas besoin de point là. On pourrait dire ben voilà, on va calculer ta pension sur la carrière complète. Alors, si on te dit ça, si la réforme des retraites, ils disent on va calculer sur ta pension complète. Ta pension va calculer sur ta carrière complète. Ah, ça passe pas. Et ça passe vraiment pas en plus. Hein. Mais si on dit on va le noyer, on va faire une retraite à points. Là, qu'est-ce qu'on se pose des questions? Ouais, mais le point, non. C'est pas une question de point, ça, c'est une question de base. Ça, tout simplement, on voit qu'en moyenne, déjà, rien que le calcul, il baisse de 20 à 25%. Donc, si on récapitule, là, dans la réforme, donc, on passe plus à un système de cotisation, on va dire en euros, mais en points. Donc, avec une saloperie intermédiaire qui peut changer de valeur à peu près comme tu veux. Et, en plus, tu détermines ton taux de points plus que tes 25 dernières années, mais Sur la carrière complète. Ça veut dire que, voilà. Non, mais... Ça, c'est à valeur de points constant. Non, mais même à valeur de points, même indépendamment, tu passes de ça. Tu vois, tu passes que de toute façon, quand on va calculer ce que tu vas toucher à la retraite, ça dépendra de combien il y a d'entrées. Juste pour... Deux, on te dit, on va te calculer à la baisse. Mais c'est pas fini. C'est pas fini la réforme. Est-ce que déjà vous voyez qu'on va baisser? Tu vois, il n'y a pas besoin de faire de calcul, quoi. Et Tu on vois peut bien. baisser encore plus. Et si à chaque fois la valeur du point est réévaluée à la hausse, Non, s'il y a trop de monde, on la baissera. Mais on va juste calculer déjà sur la base. Et c'est pas fini. Macron, il te dit 1 euro cotisé. C'est magnifique comme phrase. Les mêmes droits pour tous. Magnifique. Ça dépend si Qu'est-ce qui se vous passe avez plus ou moins les moyens. Qu'est-ce qui se passe quand tu es là? Là, tu es au chômage.
au chômage, là, qu'est-ce qui se passe? Cotise pas. Tu cotises pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu as 1 euro cotisé, les mêmes droits pour tous, quand tu ne cotises pas? Aucun droit. Aucun droit. Là, vous voyez, dans notre système, quand tu es au chômage, tu ne cotises pas, mais ça compte dans tes trimestres. Là, tu ne cotises pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en arrêt maladie? Cotise pas. Tu ne cotises pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en congé maternité? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la phrase, 1 euro cotisé, les mêmes droits pour tous. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne cotises pas? T'as pas de droit. Et bien ça, dans la réforme, on ne sait pas. On aura des droits, mais dans la réforme, ce qui est proposé, c'est que ce soit l'État qui fixera à combien ça te donnera de points. On ne sait pas, c'est plus lié à la cotisation sociale, c'est plus lié à ton salaire, c'est plus lié à ça, c'est bien lié. Alors, je reprends cet exemple, on prend sur tes 25 mètres, est-ce que ça va, est-ce que je suis clair là? Non mais on prend sur toute ta carrière, on prend tous tes salaires de merde, quand ça peut arriver, mais en même temps, on enlève les moments où tu n'es pas salarié. Et là, comment? C'est que le commencement, en plus, là, c'est la retraite. Et ça, si vous entendez dans la réforme, c'est que vous entrez toujours, c'est ce qu'ils appellent la logique contributive. C'est le terme qu'ils emploient. Parce que comme ils emploient un terme, ils ne peuvent pas dire, on ne va quand même pas rentrer pour... Ils emploient la logique contributive, et nous, sur la sécurité sociale, comme on l'a vu, on a ce qu'on appelle une logique de solidarité. La logique de solidarité, c'est que quand tu es au chômage, ça te fait tu cotises pas, mais ça fait des trimestres. Et là, ils ne se font plus. Donc ça, toute cette logique-là, l'arrêt maladie, alors quand ils expliquent que cette réforme va aider, entre autres, les femmes, on voit bien que c'est faux. On voit bien que cette logique, toute la précarité, ça va être de pire en pire. Est-ce qu'on est d'accord quand on voit le schéma? Je vais donner un exemple aussi. Tout le monde sait que les travailleurs qui arrivent à un certain âge sont les premiers sur la liste quand il y a des licenciements, etc., passé 50 ans, et que c'est très difficile de retrouver un emploi. Jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, quelqu'un qui avait travaillé jusqu'à l'âge de 57 ans, 58 ans, et qui se retrouve au chômage suite à un licenciement, pouvait se dire, bon, ça va être dur, mais bon, déjà, je vais avoir un droit au chômage quasiment jusqu'à ma retraite. Et puis bon, vu que moi j'ai travaillé toute ma vie et que ma retraite est calculée sur mes 25 meilleures années, au final, ça ne change pas grand-chose. J'ai une perte de revenus importante sur les dernières années, mais ça rentrera pas dans le calcul. Et ben, avec cette réforme, bah si, les 5-6 ans au chômage qu'il va passer à la fin de sa carrière parce qu'il est trop vieux, il coûte trop cher, etc., ça rentrera dans le calcul. Donc forcément, il va perdre. Et pour imager un peu les choses, c'est comme si vous passez un examen, vous passez des partiels, des examens, où la logique c'est de prendre vos 5 meilleures notes. Il y a 5 épreuves où vous avez une très mauvaise note. Si on les enlève, vous avez une meilleure moyenne. Et ben, si on calcule sur l'ensemble, forcément vous avez une moyenne un peu beaucoup plus basse. Et le principe aussi, c'est, donc François parlait de la question de solidarité, c'est aussi que c'est la totale individualisation de la chose. Totale. Avec tout ce qui peut vous arriver dans votre vie, que vous n'avez pas voulu, vous avez, les accidents de parcours, les maladies, etc., qui font qu'on ne pourra plus compter sur la solidarité, sur un principe solidaire pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Parce que cette logique est totalement individualisée. Donc tant pis pour vous. Tant pis pour ceux qui seront malades, tant pis pour ceux qui seront faibles, tant pis pour ceux qui ont peut-être plus de mal à rentrer sur le marché du travail parce qu'ils ont envie de faire des choses qui ne rentrent pas forcément dans une
une logique de marché, tant pis pour eux. Voilà. Que ce soit eux qui l'aient cherché ou qui ne l'aient pas cherché, que ce soit pas de chance, etc. Tant pis pour eux. C'est ça que ça veut dire, cette réforme. Et c'est la logique de toutes les réformes, entre guillemets, sociales qu'a pu faire ce gouvernement depuis le départ. Là, on est vraiment, d'une certaine manière, sur la cerise sur le gâteau. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que pour nous, c'est ce point-là, Alternativa Inveron, qui fait qu'on va venir se mobiliser avec vous. C'est que nous aussi, par rapport à l'écologie et ce qu'on fait tous les jours, en fait, c'est de trouver des systèmes collectifs pour répondre à la crise sociale et climatique, en fait. Et on voit bien que là, c'est à nouveau une attaque vers ce système collectif, vers l'organisation collective pour répondre, pour lutter face à ce système, en fait. C'est pas avec nous. Hein. Bah, si, c'est avec Non, c'est pas avec nous, c'est ensemble. Oui, Et tous ensemble. si je fais ça, c'est pas. C'est tous ensemble. C'est bien ensemble. On va essayer de se battre pour un autre. Parce qu'il n'y a pas que nous. Hein. Mais puis c'est pas nous. Enfin, nous, moi, c'est juste une parenthèse. Hein, c'est pas avec nous ou avec vous, quoi. C'est ensemble pour faire chose de meilleure. Est-ce que sur ce qu'il a dit, est-ce que vous avez bien compris le système? Donc là, ce qui va se passer, ça veut dire que non, mais si vraiment je compris un peu plus loin, c'est quand tu es au chômage, quand on a la maladie, tu n'as plus de points. Donc c'est l'État qui va définir combien tu vas définir de points. Une question. Attends. Une En question. fait, c'était pour rebondir par rapport à ce que tu disais. Donc, du coup, quelqu'un qui devient un peu trop vieux, genre à 55 ans, qu'on ne veut pas forcément embaucher parce que voilà, au final, s'il se retrouve au chômage et a quasiment pas cotisé de points, ou pas du tout, peu, il va se retrouver à forcément prendre un travail pas très très bien payé pour essayer de cumuler un peu des points. Non Ben, il va essayer. Oui, mais c'est oui. Il réussira pas forcément Il déjà. Il réussira pas forcément. Je vais juste, ça me fait peut-être que là, parce que là, je pense que c'est un des deuxièmes points de la réforme qui est le. Mais le je plus rebondis, fort. quand il aura fini, je rebondirai sur ce que tu as dit, Sur- parce que sur- c'est pas seulement avant de partir à la retraite. Sur le plus C'est fort, après. et je vais prendre l'exemple de l'assurance chômage. Je sais pas, est-ce que vous avez entendu la nouvelle assurance chômage qui est arrivée, qui arrive le 1er septembre, qui arrive le 1er avril. Ici, ça n'existe plus. Donc à un moment donné, l'État va dire voilà comment je le rachète. L'assurance chômage, est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé par rapport à l'assurance chômage? Ça s'est durci, mais. Attends, mais... Donc l'assurance chômage, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont supprimé la cotisation sociale. Ça veut dire que quand vous regardez une fiche de paie, vous verrez que vous n'avez plus de cotisation sociale sur le chômage. On voit plus, elles sont plus simplifiées. Non, mais même. Non, c'est pas une question de simplification, c'est que tu ne l'as plus. Et donc, ils ont enlevé ça. Et c'est donc c'est la première fois que l'assurance chômage a été faite par décret. C'est-à-dire que le calcul de l'assurance chômage, c'est un décret. C'est pas comme là on le voit, une discussion entre les syndicats patronaux sur qu'est-ce qu'on fait de la cotisation, il n'y en a plus. C'est par décret. Et par décret, c'est pour bien dire que c'est eux qui vont. Comme il le veut, c'est lui qui va définir la valeur du point. Est-ce que ça va là, la logique? Par décret, il a décidé qu'il fallait faire 5 millions d'économies. 5 milliards. Et donc l'assurance chômage, actuellement, ça va toucher 4 millions de personnes. Et tout le monde va y perdre. Les deux grandes phases, pour bien montrer, les deux grandes phases, ça veut dire qu'ils ont allongé la durée de cotisation. C'est-à-dire qu'avant, il fallait travailler 4 mois dans les 28 derniers mois pour avoir un droit. Maintenant, il faut travailler 6 mois, enfin 4 mois dans les 28, maintenant 6 mois dans les 24 mois. Et ça, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est encore pire. Ça, c'est la première réforme. Ils en ont fait d'autres. Ils ont fait le contrôle et tout, mais là, je parle de la rémunération. Alors là, je fais une petite parenthèse. On baisse les droits pour les chômeurs, donc on les incite effectivement à retrouver du travail plus rapidement. Donc vous allez aller sur le premier boulot qui passe, donc pas forcément le mieux payé. Et donc voilà, après vous vous retrouvez dans un boulot qui n'est pas très bien payé. Et voilà, on enchaîne sur la carrière individualisée. Mais ce qu'ils ont fait dans la réforme, c'est même pas ça. Parce que, donc, Ça, c'est le pire. non, c'est pas ça le pire. Et le pire, c'est qu'il y a ça. Et donc, ce qu'ils ont fait derrière, donc c'est la valeur du point d'ailleurs. Ce qu'ils ont fait derrière, c'est qu'à partir du 1er avril, ils ont changé la formule de calcul. Je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui est payé au SMIC,
travaille un mois sur deux. Il travaille un mois sur deux, au bout de... Alors, attends, il travaille un mois sur deux, il est en intérim, il travaille un mois sur deux. Il n'a jamais travaillé. On part du principe qu'il n'a jamais travaillé. Ouais. Maintenant, il travaille un mois sur deux. D'accord. Au bout de 4 mois, il avait le droit au chômage. Il avait le droit à 4 mois d'indemnité. Si le paye au SMIC, c'est magnifique, c'est 910 €. Ce qu'il va toucher. Mais il travaille un mois sur deux. Là, maintenant, il faut qu'il travaille 6 mois. Sur un an, on va dire que maintenant, il touchait 6 mois de salaire à 910 €. Ce qui n'est pas extraordinaire, hein, on est d'accord, c'est quand même pas un... Maintenant, il touchera pendant 12 mois 450. C'est-à-dire que dans la formule de calcul, ils prennent les activités non salariées. Est-ce que vous voyez la différence entre 960 et 450? La même personne, ça veut dire que son revenu, il pèse par deux. Et ça, c'est lié au fait que cette partie du chômage, il n'y a plus de cotisation. Comme il n'y a plus de cotisation, c'est un décret qui a défini comment ça se passait. Et donc, ils ont pu faire ça. Donc, imaginez pour les retraites. Imaginez pour les retraites, si je prends cet exemple-là, quand on parle de chômage, imaginez pour les retraites, quand c'est le gouvernement qui dit « je vais racheter les points », la différence entre quand tu touches 450 € par mois et quand tu touches 910, c'est déjà pas énorme. Et vous voyez? Et la réforme de l'assurance chômage, je pense qu'il faut vraiment la voir avec la réforme des retraites. Si tu laisses, à un moment donné, pas de contre-pouvoir, voilà ce qui se passe. Est-ce que ça va? C'est clair, ça? La réforme du chômage, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui en sont, mais c'est une catastrophe. Et donc, la réforme des retraites, elle est là. Est-ce que, juste 30 secondes, après j'arrête, la réforme des retraites, en réalité, que Macron veut faire, quand on parle d'accepter les travails, en réalité, c'est la réforme des retraites. Est-ce que vous avez entendu parler de la réforme ce que propose le FMI? Ce que propose le FMI comme modèle de retraite, c'est ce qu'on appelle les 3 piliers. Les 3 piliers, c'est de se dire que pour avoir une retraite, tu dois avoir 3 parties. Une partie qui est collective. Nous, ce qu'on a, on a que ça, nous. Ça veut dire que ça soit la sécurité sociale ou la régime. Ça veut dire que tout le monde cotise de la même manière. Tout le monde a plus ou moins les mêmes droits. Ça, c'est collectif. Deuxième pilier, c'est que tu dois avoir, pour construire ta retraite, hein, c'est pour avoir ta pension, pour arriver à vivre. Deuxième pilier, tu dois avoir une retraite qui est liée à ton entreprise. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ça qui est extrêmement fort. Ça veut dire que quand tu travailles, en même temps, quand tu vas signer un contrat de travail, tu vas négocier ta cotisation de retraite. Et ça, c'est par capitalisation. Donc c'est un fonds de pension. Voilà. Ça va à un fonds de pension. Et troisième pilier, comme on est des adultes, on doit se prendre en compte. Donc tu mets de côté. Donc tu mets de côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle une assurance vie, qui est aussi par capitalisation. Nous, en France, on n'a que ça. Enfin, tu peux avoir une assurance vie. Hein. Tu peux avoir une surcomplémentaire aussi. Enfin, mais en France, on n'a que ça. Ah, la GIRCARCO. Non, c'est la GIRCARCO, c'est ça, parce que tout le monde cotise de la même manière. D'accord. Même si ce n'est pas la sécurité sociale, on a tous les mêmes règles. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des reportages, moi j'en ai vu pas mal ces derniers temps, qui parlaient du fait que l'épargne retraite ou la retraite par capitalisation, etc. en France, ça n'avait pas trop le vent en poupe. Et effectivement, c'est pas intéressant en France. Parce que ça veut dire épargner plein d'argent, mettre plein d'argent de côté, etc. Alors qu'on a déjà la possibilité d'avoir accès à une retraite qui nous permettra de vivre dignement. Et c'est ça le principe. Là, on n'est pas sur une réforme qui est pour permettre à tous d'avoir une retraite, etc., qui permettent de vivre dignement plus tard, comme le gouvernement va très certainement dire que c'est pour ça dans sa propagande. Le véritable but de cette réforme, un des buts de cette réforme, c'est d'ouvrir le marché de la retraite à la finance. C'est d'obliger d'une certaine manière les travailleurs à aller mettre de l'argent dans des plans d'épargne retraite, dans des fonds de pension, dans la retraite par capitalisation,
et de nourrir un système financier de cette manière. De les obliger à faire ça parce que de toute façon, leurs retraites qui sont issues du système collectif seront trop basses pour pouvoir vivre correctement. Et je rebondis sur ce que tu disais sur le fait avant la retraite, d'être obligé de trouver un travail mal payé, etc. Mais ça sera même le cas après la retraite. C'est déjà le cas aujourd'hui avec les réformes qu'il y a eu. Les réformes qui ont repoussé l'âge de la retraite, qui ont élargi le calcul sur une période plus longue de la carrière. Il y a aujourd'hui de plus en plus de retraités qui travaillent parce que leur pension est trop basse pour vivre dignement. Et ils vont faire quoi? Ils vont distribuer des journaux dans les boîtes aux lettres, etc. Essayer de gratter 200-300 euros par mois pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir payer leur loyer et se nourrir. Et éventuellement pouvoir se chauffer 2 mois en hiver. Je dis pas 3 ou 4 mois, hein, les 2 mois il fera plus froid. C'est déjà le cas et ça sera encore pire demain parce que bien évidemment avec donc des salaires qui seront tirés vers le bas et des carrières hachées et des droits au rabais. Donc les retraites on ne pourra pas forcément épargner. Il y a plein de gens qui ne pourront pas épargner. Il y a plein de gens qui ne pourront pas mettre de l'argent dans ces systèmes par répartition. Par exemple, aux États-Unis, il y a des entreprises qui offrent à leurs salariés des plans d'épargne retraite, mais il y en a qui ne le font pas. Moi, ma soeur, elle travaille dans un musée aux États-Unis. Il n'y a pas de plan de retraite. Et il faut qu'elle change de travail parce que comme elle risque de vivre toute sa vie là-bas, si elle reste dans cette boîte, elle sait qu'elle n'aura pas de retraite. À part si elle sort de l'argent du petit salaire qu'elle a pour cotiser individuellement. C'est ça la logique. Et donc il y a plein de gens qui ne pourront pas avoir accès à une retraite par capitalisation et qui seront obligés aussi de travailler après la retraite. Comme aux États-Unis, voilà, comme ça se passe aux États-Unis, on voit des vieux qui remplissent des sacs en papier à la sortie des caisses des supermarchés. Donc, du coup, si je résume un peu donc, la réforme des retraites, si j'ai bien compris, mais arrêtez si je me trompe. Donc on passe sur une retraite par points, donc un truc qui n'assure pas du tout, on va dire, un revenu fixe pour quand on sera une pension fixe qui peut varier, surtout baisser. Enfin, ça n'assure pas un plancher. Parce que la pension n'est pas fixe, mais ça n'assure pas un plancher minimum. C'est-à-dire que ta retraite par points, elle dépend de la logique de vie. Quand tu la prends, ça dépend de combien tu as d'espérance de vie. Donc, du coup, voilà, tu n'as pas de plancher fixe. À côté de ça, c'est calculé sur la moyenne de tes salaires, pas sur les 25 ans, donc forcément tu baisses au départ. Tout ça, de plus, il y a ces histoires un peu, on ne sait pas trop ce qui va se passer quand tu es en arrêt maladie, quand tu es en congé de maternité, donc on ne sait pas comment ça va se passer pour les points. Donc ce qui va se passer du coup, c'est qu'à la fin, globalement, les gens vont perdre vont avoir des pensions relativement basses. Tout ça pour, au final, déplacer le problème des retraites sur le privé, quoi. Et sur le sur les fonds de capitalisation qui vont commencer à contribuer à notre beau monde. Avec toutes les inégalités que ça comporte. Ce que nous demande, parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est de partir tout simplement sur un truc précis. Nous, ça, on a démonté là, on explique que la réforme des retraites, ce qu'elle veut, mais elle n'est pas passée. Donc le but, c'est qu'elle passe pas. Quand même. Là, et qu'en réalité, c'est tout simple. Nous, ce qu'on demande, c'est une retraite à 60 ans. C'est tout bête. Ça arrive extraordinaire. À temps plein. Alors quand nous, on appelle à taux plein, c'est ce qu'on demande, mais de pouvoir vivre. C'est un truc tout con. Et ce pouvoir vivre, c'est minimum 75% de ton revenu. Et d'avoir une pension minimum 75% de ce que tu touches sur les 10 meilleures années et pas avec des revenus inférieurs au SMIC. Et quand on vit au SMIC, on ne peut pas vivre avec moins de 1500 euros. Voilà. Et c'est faisable. Ce qu'il faut voir, voilà ce qu'on demande. Et à un moment donné, ce qui est compliqué, c'est qu'une fois que tu comprends que le système il est juste une répartition de la richesse, c'est tout à fait faisable. Voilà. D'accord.
comme il présente les réformes, on ne sait pas, c'est d'actualité. Un jour, il place la clause du grand-père. Mais la clause du grand-père, c'est quoi? Non mais concrètement, c'est quoi? C'est dire qu'on fera une réforme des retraites que pour les gens qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Ah oui, c'est ça. Hmm. Comme la SNCF l'année dernière. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas concerné parce que je travaille depuis déjà une vingtaine d'années. Par contre, l'étudiant de 23 ans qui va avoir son premier emploi demain, lui, il sera concerné. On sait. La clause du grand-père, ça a été retiré là. Hier, ils disent qu'ils l'enlèvent. Mais le problème de cette réforme, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. On sait ce qu'ils veulent, ça on le sait, mais on sait, c'est eux qui ne savent pas comment l'amener. Mais on sait très bien ce qu'ils veulent. La clause du grand-père, après, ils expliquent qu'ils le donneront à quelqu'un, on va peut-être garder quelques régimes spéciaux, peut-être qu'on ne les gardera pas, et tout, mais on ne sait toujours pas combien on prendra le point quand tu es au chômage, on ne sait pas comment quand tu es en arrêt maladie, on ne sait pas, personne ne peut te dire dans 15 ans combien tu toucheras. Personne. Parce que la formule de calcul, elle dépend d'argent dans les caisses. Personne ne peut te le dire. Donc on a une réforme où personne ne peut nous dire. Mais nous, ce qui nous intéresse, et même pour tous, c'est pas de se battre uniquement contre la réforme, c'est de se battre pour une autre réforme. C'est faisable. En plus, on le sait quand on parle de production. On sait très bien qu'à un moment donné, le système de production, il doit changer. Si le système de production, il doit changer, il faut bien qu'on répartisse la richesse d'une autre manière. On ne peut pas continuer à se dire que on crée de l'argent, on ne sait pas comment. À un moment donné, on doit bien avoir une société plus solidaire. Une société plus solidaire, c'est un système de retraite qui prend en compte les problèmes du travail. Je prends souvent l'exemple des... Nous, on n'est pas en régime universel. Hein. Enfin, j'imagine. Je prends l'exemple des aides-soignantes. Les aides-soignantes dans le public, elles peuvent s'arrêter à 55 ans, enfin avec une toute petite pension. 57, ça, je ne me souviens plus. Dans le privé, non. Nous, ce qu'on demande en régime universel, c'est que toutes les personnes qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles ont donc cassé, puissent s'arrêter et vivre. En réalité, ce qu'on demande, nous, c'est juste de pouvoir vivre. C'est tout bête. Et que ça ne soit pas une logique financière qui dirige. Voilà. Surtout qu'au final, c'est des réformes qui mènent finalement le truc vers l'effondrement. Parce qu'au bout d'un moment, à force de trop donner aux actionnaires, il n'y aura plus personne qui pourra travailler ou autre, qui pourra alimenter le travail. C'est surtout que c'est clair que dans l'inégalité des répartitions, il y a aussi le fait que aujourd'hui, pour vivre déjà de façon digne et aussi consommer dans ce qu'on achète à manger, dans comment on va se loger pour éviter de dépenser trop d'énergie, etc., il faut avoir un salaire qui permette. Et demain, si on a effectivement, comme on l'a dit, grosso modo une société à l'américaine avec des gens qui survivent et puis qui continuent à travailler très tard, etc., et puis qui ont des pensions très faibles, ou qui, pour avoir une retraite, vont amputer une partie de leur salaire pour épargner pour leur retraite, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre sur notre qualité de vie au quotidien. Ça veut dire qu'on va acheter des merdouilles fabriquées en Chine, qu'on va acheter des aliments qui sont issus de l'agriculture intensive. Ça veut dire qu'on va survivre avec tout ce genre de produits. Donc ça veut dire que c'est la reproduction infinie du système qui est dénoncé aujourd'hui, qui mène la planète vers le gouffre. Enfin, l'humanité vers le gouffre, parce que la planète, elle nous survivra. Et c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Parce que très clairement, pour une écrasante majorité de la population, ça sera économisé sur ces salaires ou des pensions trop faibles, et ça se retrouvera comme ça sur cette qualité de vie. Et donc, sur quelle société on veut. Parce que ça veut dire qu'à un moment, pour nourrir les gens, pour que les gens puissent se nourrir, etc., on continuera à produire de la merde, dans des conditions de merde, et de façon totalement anti-écologique. Donc c'est juste une façon de prendre vers l'effondrement, au lieu d'essayer de rester dans un équilibre où tout le monde est content, plus ou moins, quoi. En fait, on tend petit à petit vers un effondrement. Si
c'est tout simplement que si toi, tu es dans une société où ce qui compte, c'est la rémunération des actionnaires, si c'est ça qui compte, ça veut dire que c'est à court terme. Oui, c'est pour ça. Si c'est à court terme, tu ne peux pas réfléchir à court terme si ton seul objectif, on va dire que c'est un peu ça le capitalisme. On va même le dire, c'est ça le capitalisme. Si ton seul avantage, si toi ta seule vision c'est de gagner plus d'argent, parce que tu en as, évidemment, le système il tient pas. Évidemment il tient pas puisque on voit bien dans les boîtes maintenant. Les boîtes elles travaillent. Ça c'est qu'à court terme ça. Oui. Les boîtes elles fonctionnent à court terme. Tout fonctionne à court terme. Et la retraite et la réforme des retraites, elle est pour une réforme, on dit que c'est à long terme, non, c'est juste à court terme de baisser les cotisations. Mais il y a quelque temps, j'étais tombé sur un article qui parlait de je ne sais plus quel grand groupe financier américain qui regardait justement en Europe et qui s'inquiétait parce que la vision était complètement court-termiste. Était complètement court-termiste en fait. C'était pas du tout une vision sur la durée. Ben, tout ce système-là, il n'est pas sur la durée. Puisqu'il n'a qu'un objectif, c'est de gagner, c'est de donner plus d'argent au capital. Mais vraiment, il ne peut pas être sur la durée. Oui. Voilà. Je vous propose de recentrer, on va essayer de conclure, on continuera cette discussion intéressante après. Juste si on peut répondre rapidement, c'est vis-à-vis du 5, et ça va être très intéressant. Donc le 5, on va se mobiliser tous ensemble contre, en gros, la réforme des retraites, mais globalement aussi pour une vie sociale un peu meilleure. Donc si on pouvait faire un point sur le droit de grève, parce que c'est clair pour personne, notamment chez nos militants, et j'en faisais partie jusqu'au septembre. Donc il y a des questions qui sont tout à fait légitimes. Pour le 5, tout le monde peut faire grève. Voilà, c'est exactement ça. Pour le 5, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la démarche du coup? Comment? Quelle est la démarche? Il n'y a aucune démarche. Pour le 5, en réalité, pour faire grève, il faut qu'il y ait un appel à la grève. On va dire dans le privé, il n'y a pas besoin de préavis, il faut qu'il y ait un syndicat qui appelle. Pour le 5, il y a tous les syndicats qui appellent. Toutes les fédérations qui appellent, bon, on fonctionne, c'est-à-dire que tout le monde est couvert par les couverts. Voilà, Personne, le 5, il n'y a pas une personne qui risque quelque chose s'il fait grève. Donc il n'y a même pas besoin de prévenir le matin. La grève, à moins que tu travailles dans le public, où tu peux avoir des préavis, si vous travaillez dans le privé, il n'y a aucun problème. Le jeudi matin, tu appelles ton employeur, tu dis bonjour, je suis en grève. Et dans le cadre général, par exemple, en fait, est-ce que les appels à grève, dès qu'il y en a un, par exemple, je sais pas, les cheminots font grève, est-ce que moi qui travaille en informatique peux faire grève? Non. Là, dans le cadre général, pour que toi tu puisses te mettre en grève si tu travailles en informatique, il faudrait qu'un syndicat de l'informatique, ou ton syndicat, normalement il y a des syndicats dans toutes les entreprises. Enfin, non. Non, mais je sais. Mais normalement, ça serait le but. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un appelle à la grève. Dans le cas général, il suffit de 2 personnes. Dans le privé, je parle bien du privé. Dans le privé, il faut 2 personnes. Il n'y a pas besoin de préavis, il n'y a besoin de rien. 2 personnes disent je fais grève, voilà pourquoi je fais grève. Et tu as le droit de faire grève. Voilà. Mais tout seul, tu peux pas. Et de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, il y a la CGT, Force ouvrière et Sud, qui appelle au 5 décembre. Toutes ces confédérations chacune des fédérations professionnelles de ces organisations syndicales ont déposé un mot d'ordre de grève, un préavis de grève, etc., pour couvrir tous les travailleurs qui travaillent dans les différents secteurs professionnels. Donc du coup, il n'y a même pas besoin d'avoir le statut de syndicat si on est 2 salariés à vouloir faire il n'y a même pas besoin d'avoir un syndicat dans sa boîte. Heureusement, le droit de grève en France, tu as le droit de faire grève. Mais là, même tout seul, on peut faire Bien sûr. la grève parce qu'il y a le syndicat. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a appelé à la grève, un Il faut syndicat. qu'il y ait un appel national Il faut, international. grosso modo, c'est une pas du problème de grève. Je vois qu'il y a des grosses mobilisations, tout le monde peut faire grève. Quand on est dans le privé. Quand c'est une grève quand c'est uniquement une grève sur les cheminots, il faut juste se renseigner s'il n'y a pas des gens qui ont appelé à faire grève pour des meilleurs transports. Quoi. Mais voilà, le droit de grève, il est reconnu. Ça veut dire que toi, il y a seule chose dans une boîte, c'est que tu ne peux pas faire grève. Tu peux pas. S'il n'y a pas d'appel, tu ne peux pas aller voir ton patron le matin et lui dire aujourd'hui je ne travaille pas, je suis en grève. Mais si tu es 2, tu as le droit. Mais si tu veux, je te donnerai le track. Mais le but, c'est que le but de la grève, c'est pas des trains. Quoi. Ah non.
tout seul. En fait, le problème, c'est de poser des appels à la grève des jeunes pour le climat, où en fait, il y avait des appels à la grève, mais que de certains syndicats Voilà. dans certaines branches, et du coup, les gens ne savaient pas s'ils pouvaient. Le problème qu'il y a eu avec les appels de la grève sur le climat, mais en réalité, personne ne savait. Mais il y avait un appel. Oui, voilà. Il y avait un appel des syndicats de la CGT, par exemple, à une époque. Et tout le monde pouvait se mettre en grève. Mais c'est vrai que c'était pas si clair que ça, parce qu'on ne savait pas. Mais en règle générale, quand c'est des gros appels, tout le monde peut se faire. Et après, dans une boîte, je sais pas, c'est vrai que le mieux, c'est de faire un syndicat. Forcément. Comment? Moi, je suis pas Non, il est en service civique ici, un petit peu. Non, mais, Je suis la caution précaire de la. mais à un moment donné, mais voilà, oui, il faut pas se trop. Enfin, moi, je pense sur la grève, il faut faire les 3/4 du temps, quand il y a une grosse manif, quand tu es tout seul dans ta boîte et tu te poses une question, les 3/4 du temps, tu peux faire grève, 99% du temps. Et je donne un exemple aussi, Ouais, par pardon. exemple, si quelqu'un est dans une entreprise où le seul syndicat qui existe, il y a un syndicat et c'est la CFDT. La CFDT n'appelle pas à débrayer le 5 décembre. Ben, c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de faire grève. Vu que d'autres confédérations syndicales appellent à se mobiliser et vont couvrir tous les corps de métier qui existent, toutes les professions qui existent, je dis ça parce que c'est possible que ça arrive pour certains, que certains aient envie de faire grève le 5 décembre et puis que leur patron, leur contremaître ou leurs collègues viennent les voir, leur disent non, tu peux pas, le syndicat de la boîte, il n'appelle pas à faire grève. Non, ils peuvent faire grève parce que il y a plusieurs confédérations. À partir du moment où la centrale nationale a fait un appel à la grève, Tu tout peux, oui. le Non. monde en France. Je veux dire, oui, le droit de grève, il est constitutionnel, souvent on se pose beaucoup de questions. Voilà. Tu dis, je suis en grève. Si tu vois qu'il se passe quelque chose, tu dis, je suis en grève, c'est bon. C'est toi, le seul problème, c'est que tu peux arriver, si toi tout seul, tu dis, je vais faire grève parce que j'ai pas envie de bosser, ça marche pas. Oui, Non. mais c'est une question de Et t'es tout seul. rapport de force dans Non. l'entreprise aussi. Oui, mais la grève, tu peux la poser. Enfin, le 5, t'as le droit de faire grève. Je voudrais juste C'est plus qu'un droit, quoi. Juste rajouter quelque chose, pas seulement sur la question du droit de faire grève, mais pourquoi faire grève? Pourquoi faire grève? Parce que c'est la chose que craignent le plus les patrons. Le fait que la production s'arrête, ou qu'elle soit très fortement ralentie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand la production s'arrête ou qu'elle est très fortement ralentie? Ça veut dire qu'il n'y a plus ou beaucoup moins de richesses qui sont produites. Et donc c'est de l'argent qui ne rentre plus dans son portefeuille. Et ça, ils le craignent énormément. Un exemple, en mai 68, pourquoi il y a eu beaucoup d'avancées? C'est pas parce qu'il y a eu 4 barricades, je minimise, mais dans Paris, et qu'il y a eu des affrontements, etc. C'est parce qu'à un moment, il y a eu des millions et des millions de grévistes, que la France a été totalement à l'arrêt, que la plupart des usines s'arrêtaient, et que donc à ce moment-là, le patronat a pris peur parce que qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait que ça avait commencé très fort, et puis ça durait, et puis c'était massif, et puis il perdait de l'argent, et puis il perdait vraiment beaucoup d'argent. Et donc à un moment, c'est le patronat qui allait dire au gouvernement, stop là, déjà on a peur que ça soit la révolution, et puis en plus là on perd vraiment trop d'argent. C'est ça qui leur met le couteau sous la gorge. Donc c'est important que la grève soit massive, parce que, et heureusement, nous on a beaucoup d'échos de syndicats dans le privé où il y a des projets de grève reconductibles qui se font. Mais voilà, c'est ça qui met vraiment la pression. Et après, il y a faire la grève de façon massive et aussi être un maximum dans la rue pour que sur les... Tout bêtement, là j'ai envie de dire c'est de la com pure et dure, pour qu'à l'image, on montre qu'il y a une mobilisation massive. Moi je dis souvent à mes collègues, parce que moi, là où je travaille, souvent les grèves sont plutôt bien suivies. On n'est pas à faire grève, mais on est plutôt au minimum dans les 20-25%, et quand les grèves sont bien suivies, c'est facilement, c'est arrivé qu'on ferme la mairie, quoi. Mais par contre, je leur dis, vous faites grève, c'est super bien, mais s'il vous plaît, essayez de venir à la manif aussi, quoi. Parce que si on est plein à faire grève et que ça se voit pas dans la rue, c'est dommage. Et donc là, le
programme de jeudi, l'heure de rendez-vous et ce qui va se passer? Alors c'est 10h30 à la manufacture ouais. du tabac. Après le parcours, il est en train d'être. Ok. 10h30 à la manufacture du tabac. Et si on y va manifester, c'est pour que la réforme elle passe pas. Et ça ne sera pas que le 5, ça va un petit peu durer un peu. Mais on peut, une grève, des actions, oui la grève, mais il faut dire là pour l'instant, il faut vraiment refaire ce qu'on a fait, enfin ce qu'on a fait ou quoi, il faut que de partout on en parle, personne n'a, je pense, envie de se retrouver dans ce système. Et donc on peut gagner. Enfin, je pense que vraiment sur les retraites, on peut faire qu'elle ne passe pas. Ouais, ça va prendre du temps peut-être. Mais il faut vraiment que... Il y a déjà des secteurs où ça se bagarre dur. Hein. Il y a la santé, mais par exemple, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais à la raffinerie de Feyzin, pardon, il y a près d'une 50aine de jours de grève qui ont lieu depuis plusieurs semaines. Ça c'est une lutte qui dure et qui est vraiment très forte. Et il y a d'autres endroits comme ça en France où ça se bagarre vraiment fortement. Le DFRT qui se sont amusés à faire des grosses baisses de charges ces derniers jours aussi. Et puis je pense qu'ils vont en refaire d'autres. J'aimerais bien que pendant la fête des Lumières ils s'amusent un peu, ça pourrait être sympa.